Voilà, donc normalement, une fois que vous aurez tous validé l'enregistrement, ça va lancer. Le voici, il est lancé. Eh bien, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Raïré, je suis le coordinateur du comité d'action du MFRB et je suis à l'initiative de ces visioconférences en ligne. Je vous avoue, je m'attends à ce que plus de monde arrive très en retard. Sinon, ça veut dire qu'il va falloir que j'assassine beaucoup de gens. Et malheureusement, c'est les vacances. Je n'aurai pas le temps de tous les achever. Donc, malheureusement, ça risque d'être embêtant. Et moi aussi, je suis très content qu'on organise ça. Parce qu'on est sur un sujet qui est absolument évident lorsqu'on regarde nos plaidoyers, nos actions sur le terrain, et sur lequel on a tendance effectivement à moins réfléchir, ou en tout cas qui n'est pas forcément prioritaire. Et je suis très content d'avoir des gens dans d'autres associations qui sont entièrement dédiées à ça pour nous en parler ce soir. J'ai dit, je laisse la parole à Nour. Super. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Nour, donc je suis président d'Humanity France. Et j'en profite pour vous remercier de nous donner la parole et d'échanger sur ces sujets qui, moi en tout cas, me touchent à cœur. Je remercie aussi Cathy d'avoir organisé ce rendez-vous de ce soir. Donc voilà, est-ce que vous voulez que je parle de moi ou directement d'Humanity, ou on fait un tour de table? Alors, je résume comment je voyais les choses. Pour ceux qui sont là, malheureusement, vous savez déjà. On va vous laisser entre 25 et 35 minutes pour présenter Humanity France et vos actions. À partir de là, je pense que nous aurons des questions à vous poser et on va rentrer dans une phase de débat dans laquelle nous allons échanger sur toutes les questions qui nous paraissent intéressantes. Moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est déjà de voir comment une association comme la nôtre peut s'attaquer à cette question avec vous, et réciproquement, quel est l'état, vous, de votre pensée sur le sujet. Donc, les revenus de base et la question des sans-abri. Okay. Je vous laisse la parole, Cathy et Nour. Peux-tu me donner la main pour la présentation du… Alors, je vais te transférer cela et je vais vous demander sinon d'éteindre vos micros pendant la présentation, histoire que, vu que c'est enregistré, il n'y ait pas de bruit pendant que ça enregistre. Voilà, Cathy, tu es l'hôte désormais. Voilà. Donc, je vais viser que s'il y a des participants qui arrivent en même temps. Hein, donc, voilà. Et si vous voulez la présentation, on pourra vous la faire parvenir en suivant. Donc, Nour, à toi. Ok. Dès que tu lances la slide. Voilà, donc on vous a préparé un petit support synthétique qui raconte un peu l'histoire d'Humanity France à travers moi, donc Nour, et à travers mon cousin qui s'appelle Rodouane. Avant de commencer, j'ai une expérience à peu près d'une vingtaine d'années dans l'humanitaire, où j'ai voyagé un peu partout dans le monde à travers mes activités professionnelles et à travers mes engagements. Donc, j'ai organisé les constructions d'hôpitaux en Asie, en particulier au Vietnam. J'ai travaillé sur la gestion d'hôpitaux en Afghanistan, au Pakistan. J'ai fait quelques missions en Birmanie, en Somalie, aussi dernièrement au Bangladesh. Donc, pour info, je travaille dans le secteur de la santé. Et donc, il y a 2 ans, je suis revenu de mon voyage du Bangladesh, qui m'a beaucoup marqué. Et avec mon cousin Rodouane, on a décidé de créer une ONG sur Paris, une ONG avec des actions qui sont locales, donc dans notre rue, dans notre quartier, dans notre ville, et pas à l'autre bout du monde où il y a des très très gros opérateurs qui sont présents et qui sont financés à coût de centaines de millions d'euros. Donc on a voulu faire quelque chose de très de proximité et très orienté au niveau de la santé, du RSE, et d'utiliser les mots et l'image comme mode d'expression et de promotion de nos actions. Voilà pour la genèse. Tout le monde m'entend bien? Je ne parle pas trop vite? Super. Parfait. Donc, on a une organisation relativement simple. Donc, on a 3 gros pôles en France, qui est un pôle exécutif, on a un pôle opérationnel, donc qui est sur le terrain, et on a un pôle média, en faisant très très simple. Et on a une petite antenne en Belgique. Est-ce que j'ai besoin de détailler? Allez, je vais en dire 2-3 mots. Donc, sur le pôle exécutif, il y a une partie un peu planification, anticipation de nos actions.
On a un pôle où on cherche le financement de nos actions, un pôle communication externe, un pôle juridique, et puis coordinateur des missions sur la partie opérationnelle. Et puis pour le pôle média, où justement Cathy est vachement impliquée, on est 5-6 personnes, où on produit des écrits, des textes que vous avez peut-être vu passer, où on fera passer le blog. On produit beaucoup de photos. Moi, en l'occurrence, je suis aussi photographe. Voilà. Alors très concrètement, donc Humanity France, on a 3 piliers. On a un premier pilier qui est la santé, la nutrition et le bien-être, qui est un pilier, on va dire, de très court terme. C'est-à-dire qu'on fournit, on distribue des produits d'hygiène, parapharmaceutiques, alimentaires, des vêtements. On nettoie des espaces d'hébergement, qui peuvent être des camps de migrants ou de SDF. On fournit des équipements pour équiper des appartements. Il n'y a pas que des SDF, hein, il y a aussi des précaires, mais qui vivent en appartement. On fournit aussi des jeux. Donc ça, c'est du court terme, c'est du tout de suite maintenant. Le deuxième pilier, plutôt un pilier moyen terme, long terme, où on va essayer de créer des modèles économiques, des entreprises qui va permettre de créer de l'emploi ou d'apporter des revenus complémentaires à ces personnes précaires. Donc là, c'est là où je pense qu'il y a des vraies jointures à faire. Donc, pour donner un exemple, on a 2 réflexions de construire. On a créé des poupées où on partageait les revenus de vente de ces poupées entre la personne qui crée la poupée et l'association. On a des projets de créer une boîte d'insertion, une société d'intérim, une épicerie solidaire et des entreprises de services aux particuliers ou aux entreprises. Voilà. Et puis donc le troisième pilier, c'est vraiment la sensibilisation par l'image et les mots, où là on utilise tout ce qui est digital. On écrit sur nos actions, on écrit sur ce qui nous plaît. On est tous un peu passionnés par l'écriture, par la photo. Donc voilà, on fait la promotion de nos écrits, de nos actions et ce qu'on aimerait devenir prochainement. Donc voilà. Là, je fais une petite aparté sur la partie sensibilisation par l'image et les mots. On sort notre premier recueil de textes qui sont tous publiés ou pour partie sur le blog, normalement au plus tard en septembre. Donc, on aura une 60aine de pages, un peu plus, qui est déclinée sur les premières lettres du mois. Donc, tous les mois, on a 2 écrits à peu près. Et chaque mois, on a un thème particulier. Donc, je vous mettrai tout à l'heure, quand je serai plus en partage d'écran, le lien vers le blog. Et puis voilà, déjà, ça sera très bien. Voilà, super. Donc, on a un petit site internet qui s'appelle onghumanityfrance.fr. Il est accessible. Hein, vous pouvez d'ores et déjà regarder ce qu'on fait. Donc, tout est des productions internes. Hein, tous les écrits, toutes les photos sont de notre production. On est sur l'ensemble des réseaux, Facebook beaucoup, Twitter, LinkedIn, Instagram. Voilà. Donc, sur nos partenaires, donc, bien évidemment, on essaie de développer un réseau avec des associations locales qui sont essentiellement sur 93, un peu 94, un peu 92, un petit peu Paris. Donc, on échange des idées, on échange des ressources, on échange des méthodes, on se donne des coups de main, voilà, on se soutient. Donc voilà. Et après, il doit encore avoir une ou 2 stages, je crois. Ouais. On a des partenaires un peu professionnels. Donc, on fait des collectes en magasin. J'ai peut-être pas forcément dit tout ce qu'on faisait, mais on fait des collectes en magasin. Donc, actuellement, beaucoup chez Auchan, mais on en a fait chez Leclerc, chez Leader-Price, Carrefour. Et on est en partenariat avec quelques autres entreprises qui nous apportent du mécénat de compétences, par exemple, ou d'autres, des financements même d'ailleurs, qui nous aident pas mal. Voilà, donc on essaie de développer des partenariats aussi professionnels, pas que associatifs. Voilà, donc ça c'est une synthèse des actions qu'on fait. Donc on retrouve un petit peu ce que j'ai dit en macro.
La phase 1, la phase 2, c'est ce qu'on a déjà effectué. La phase 3, qui est un peu grisée, c'est vraiment des projets ambitieux à moyen et long terme. Donc, on va retrouver ce que je disais tout à l'heure, recyclerie, épicerie solidaire, événementielle, qui va créer de l'emploi, une entreprise d'insertion, toujours sur le modèle d'économie sociale et solidaire, une structure de voyage éthique où on va faire des actions humanitaires et en même temps découvrir d'autres cultures, et développer un SI qui mettra en relation les bénéficiaires, les donateurs, nos partenaires, nos mécènes. Voilà. Ah ben voilà, c'était la dernière slide. Et oui, donc là, peut-être qu'on peut laisser la place aux questions avant de passer au débat. Oui, si vous avez des questions sur la présentation. Ou sur l'ONG, ouais. Moi, j'en ai une. En fait, j'ai du mal à évaluer la taille de votre association. On est sur quelle grandeur de chiffre d'affaires et également on est sur combien de personnes qui agissent sur les projets de phase 1, phase 2. Ah, très bonne question. Donc, on est vraiment une petite structure. On est à peu près une soixantaine de bénévoles avec un noyau dur d'une vingtaine, trentaine de personnes. De chiffre d'affaires, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce qu'on ne génère pas de chiffre d'affaires. Donc, on a des dons qui sont essentiellement des dons particuliers. Donc, sur une année, on doit collecter quelques milliers d'euros, on doit être autour de 5 000 euros à peu près. Donc, c'est que de l'autofinancement. Hein. C'est uniquement les bénévoles, les amis qui financent. On a commencé cette année à faire quelques dossiers de subventions. On a eu quelques subventions cette année de l'ordre entre 2 et 30 euros à peu près. Voilà. Sur la partie opérationnelle, donc sur le terrain, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a eu 50, 60 bénévoles avec un vrai noyau dur d'une vingtaine de personnes qu'on retrouve régulièrement sur le terrain. Voilà. Dans la même veine, les collectes que vous faites auprès des supermarchés et autres, ça représente de quoi nourrir ou équiper combien de personnes? Enfin, je veux dire, c'est des gros volumes ou c'est juste des petites choses par-ci par-là? Enfin, voilà, pour se faire une idée. Ouais. Alors au début, c'était des très gros volumes, au début, parce qu'on faisait ça avec d'autres associations. Aujourd'hui, on le fait nous-mêmes tout seul. On fait une collecte pendant 2 jours, une fois par mois, ce qui représente à peu près en unité, hein, c'est notre indicateur. On collecte à peu près entre, suivant les week-ends, suivant les mois, entre 800, en moyenne 800 produits, 800, 900 produits. Donc un produit, c'est un paquet de pâtes, hein, c'est un jet de douche. Voilà, ça c'est une unité. Et ensuite, on redistribue tout ça aux familles. Donc aujourd'hui, on a une quinzaine de familles à qui on livre des produits alimentaires. Une famille, c'est soit 2 personnes et ça peut aller jusqu'à 6 personnes. Donc, en plus, c'est entre 50 et 60 bénéficiaires. J'ai pas le chiffre précis en tête. Et à côté de ça, on redistribue aussi à travers des maraudes. On fait une maraude par mois et on distribue pendant les maraudes essentiellement des produits alimentaires et des encas. Il faut savoir que l'association, elle a que 2 ans. Hein, 2 ans. L'association, elle a, on va dire, 2 ans d'un point de vue opérationnel et puis administrativement, elle a pas encore un an. Ouais. C'est la question que j'allais vous poser. Pour vous, c'est quoi l'objectif principal de votre association? C'est-à-dire que venir en aide, donc a priori j'ai compris plutôt dans le 93 localement. Quelles sont les prochaines étapes pour votre association? Alors 93, pourquoi? Parce qu'en fait l'ensemble des ressources bénévoles sont dans 93. Donc tout le monde travaille, hein, on n'a pas beaucoup de temps à mettre à disposition, donc on est assez pragmatique. Donc c'est pour ça qu'on fait du local. On va pas faire 1000 km, prendre l'avion, louer un hôtel, on n'a pas les moyens de toute manière. Et vraiment de faire des actions au plus proche de là où on vit ou de là où on travaille pour être le plus efficace possible. On a des projets à l'international, en Afrique Nord en particulier. Moi, je fais pas mal d'actions personnelles. J'accompagne pas mal d'hôpitaux, de cliniques à se développer.
et à développer quelques petits villages aussi dans les montagnes où il y a très peu de… Ils sont très loin de la ville, ils n'ont pas accès à des soins. Donc moi, je distribue des équipements médicaux dans ces zones-là. Donc à court terme, on va s'ouvrir vers l'international. Et le point important pour s'ouvrir à l'international, c'était d'avoir plus d'1 an d'existence pour pouvoir bénéficier de fonds régionaux ou de fonds européens pour soutenir nos actions. Est-ce que vous avez une partie des gens qui vous aident dans votre association ou est-ce que vous êtes exclusivement composé d'aidants? Je n'ai pas entendu le début de la question. Pardon. Est-ce qu'il y a dans votre association une partie des gens que vous aidez qui sont membres de votre association ou vous êtes exclusivement composé d'aidants? Ah, bonne question. Dans notre philosophie, dans notre pédagogie, tu peux intervenir, hein, Cathy, si tu veux, hein, comme tu sens. Alors, juste sur le point précédent, je voulais préciser avant qu'on ne réponde à cette question, Henri. Sur le point précédent, les maraudes sont sur Paris hein, aussi. Hein. On est sur Paris aussi. Hein. Donc, pour répondre à la question d'Henri, en fait, dans notre approche pédagogique, toutes les actions sont ouvertes à tout le monde, y compris aux bénéficiaires. Et on a des bénéficiaires qui participent à nos actions, c'est-à-dire on a un couple de retraités qui ont eu un parcours professionnel dans la restauration, qui ont eu leur parcours un peu difficile. On leur livre des colis alimentaires tous les mois et tous les mois, ils participent aux collectes en magasin. Voilà. Donc il n'y a pas de contrepartie qu'on demande à personne, hein, c'est vraiment libre. Les gens viennent comme ils veulent. Il n'y a pas de contrepartie, quoi. C'est ça que je veux dire. On ne demande rien aux bénéficiaires. Voilà, on les écoute, on les rencontre, on fait une petite évaluation administrative, financière, mais vraiment très légère. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer du lien, c'est d'apporter du réconfort avec une certaine éthique. On n'est pas dans le jugement. Et de proposer nos services. Tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est des choses qu'on fait gratuitement. C'est-à-dire qu'on acquérit des produits gratuitement et on les redistribue gratuitement. Il n'y a pas de notion de droit ou de choses comme ça. Donc, comme quoi on peut faire des choses simplement sans avoir des moyens financiers extraordinaires. Voilà. Alors, nous avons Betty qui vient de nous rejoindre. Bonjour Betty, c'est notre Betty? Ah, je ne sais pas. Ah. Betty, si tu veux, on a fait un tour de table, on a présenté l'ONG. Si tu veux bien te présenter. Et après, je laisserai la parole à Loïc Damet qui pourra également se présenter. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire à Loïc que Loïc était venu aussi. Excuse-moi Loïc. Bon, Betty ne veut pas parler peut-être? Ok. Ah, je crois qu'elle est en terrasse. Ah, je ne vois pas moi. Ah si. Ah, c'est fait là et Betty alors. On ne vous entend pas? On ne vous entend pas? Loïc? Loïc, pendant ce temps, ouais. Si tu peux parler. Oui, bonsoir. Oui, j'étais en train de vous écouter pour savoir de quoi il s'agissait. Voilà, c'est des sujets qui m'intéressent. Je me demandais un petit peu, en fait, qu'est-ce que vous faites comme action et en fait, comment est-ce que vous aidez les gens? Je me posais la question, est-ce que vous êtes plus dans l'assistance ou dans la solidarité? Comment est-ce que vous vous organisez et comment ça aide les gens? Ouais. Voilà, mais je vous écoute. Ah, ça y est, on vous entend, Fela et Betty. Donc, avant de répondre à Loïc, on va écouter Betty et Fela. On vous entend? Oui, on vous entend, mais on veut mettre le casque. Attends 2 secondes. Ok, d'accord. Bluetooth, c'est bien. Tu dis c'est quoi? W100, il y a un W. Alors, voilà.
Nour, en attendant, réponds à Loïc, peut-être. Yes. Alors, excusez-moi, mesdemoiselles, est-ce que vous pourriez couper votre micro, par contre? C'est fait, je l'ai fait. Parfait. Je vais essayer de répondre à la question de Loïc si on faisait de la solidarité ou de l'assistance. Aujourd'hui, on fait essentiellement de la solidarité, c'est-à-dire que dans le diagnostic qu'on a fait il y a maintenant un peu plus de 2 ans, en plus c'était en plein Covid, le vrai besoin en tout cas des familles, donc on le fait, on ne fait pas tout seul dans notre camp, on a des retours de CCAS, donc des structures municipales qui nous envoient, qui nous recommandent auprès de familles et nous on répond, en tout cas sur les produits d'hygiène et sur les produits alimentaires, on répond à leurs besoins, enfin, en tout cas on essaye. Donc on a un peu processé nos actions, c'est-à-dire que pour la partie alimentaire, ce qu'on donne aux familles, c'est des colis qui représentent à peu près entre 1 semaine à 10 jours de consommation, quelle que soit la composition de la famille, qu'ils soient 2 ou qu'ils soient 6. On a un calcul, avec une nutritionnelle qui nous a permis de modéliser ce colis qui représente en argent, si on le traduit en argent, à peu près un colis qui fait entre 50 et 100 euros, quoi. Voilà. Donc ça c'est pour la partie solidarité. Puis la partie assistance, c'est sur le 2e pilier où on a justement, on se rend compte que la solidarité c'est très bien, c'est très ponctuel, ça répond à un cas d'urgence. Par contre, l'assistance, on est plutôt sur l'envie d'agir sur du moyen ou du long terme en créant des modèles économiques d'économie sociale et solidaire, ou de créer des entreprises qui vont créer de la valeur ajoutée financière, ou pas forcément financière, hein, ça peut être aussi une valeur ajoutée matérielle pour ces précaires qui soient SDF, donc sans domicile fixe, ou qui soient hébergés, parce que y a des familles qui sont vraiment très précaires, même s'ils sont hébergés. Et on répond à d'autres problématiques. OK. On va demander à Betty et à Fela de se présenter. Remettez votre micro. Voilà. Tu nous entends? Tu nous entends? Très bien. Okay. Alors Betty, il faut que tu te présentes. Betty, présente. Voilà. À qui je me dois me présenter, Cathy? Je vais vous présenter parce que vous êtes mal installés. Donc Betty et Fela font partie du conseil d'administration de l'association. Je les ai invitées pour qu'elles participent au débat et aux échanges et surtout qu'elles écoutent pour nous permettre de pouvoir écrire et gérer. Voilà. Donc là, elles sont bien en terrasse, on les voit bien, tranquilles. Pas du tout. On est en salle de réunion. On est en salle de réunion. En train de bosser sur un très très gros dossier. Du coup, on a mis en aparté le dossier là. Voilà. Parce qu'on avait besoin de. Ok. Donc on va repartir sur les échanges. Hop. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres réactions? Alix, peut-être? Non. Sébastien? Pour le moment, non, tout est clair. Lis de ton côté? Non, moi c'est très clair. J'ai peut-être une petite question. C'est sur la phase 1 et la phase 2. Qu'est-ce qui nous a fait choisir en priorité? Il me semble que c'était l'hygiène, je crois, les vêtements, plutôt que le reste. Est-ce que c'est par opportunité, tout ça? Et puis, comment vous intégrez, comment vous travaillez avec les autres associations qui sont sur place, quoi, et qui font plus ou moins la même chose? Et j'allais étendre la question aux grandes associations type ATD Carmonde et Emmaüs. Est-ce que vous avez des contacts avec eux? C'est une très bonne question sur la priorisation. La priorisation, elle s'est faite, on va dire, avec 2 filtres ou 2 critères principaux, la logistique et les ressources humaines. La logistique, parce qu'il faut transporter, il faut stocker. Et bien évidemment, les ressources humaines, parce qu'il faut des bras pour le faire. Donc, il faut avoir des locaux, etc. On a aujourd'hui un petit local qui fait à peu près une trentaine de 20 ou 30 mètres carrés où on stocke essentiellement des produits alimentaires. Et Betty, qui a du mal à se présenter et qui est dans sa salle de réunion au soleil, là, à la terrasse parisienne, et qui nous met à disposition un de ces très grands entrepôts où on peut aussi stocker des produits chez eux.
c'est vraiment le nerf de la guerre, la logistique. C'est vraiment assez complexe à faire quand on n'est pas autonome sur le camion, le stockage, etc. Et comme je le disais, le deuxième filtre, c'est vraiment d'avoir les bras pour le faire. Donc, avoir des produits comme des vêtements, comme avoir de l'électroménager, comme avoir des denrées alimentaires, c'est assez facile à avoir. Par contre, il faut être extrêmement réactif pour aller les chercher et être capable de les stocker dans de bonnes conditions pour pouvoir après les redistribuer. Après, avec la deuxième question, si j'ai bien compris, c'est avec les gros opérateurs. Donc, moi, je collabore pas mal avec Secours Populaire. J'ai la chance d'avoir l'antenne du 93 qui est à quelques dizaines de mètres de chez moi. On a une antenne départementale et aussi une antenne municipale avec qui on échange en fait. Hein, quand ils ont des bons plans, bah, ils m'appellent et puis ils me disent est-ce que tu as besoin de ceci, de cela. Moi, je peux te donner ça et réciproquement. Pour donner un exemple, la dernière fois, en début d'année, on a été par nos réseaux, on a été récupérer, je sais plus combien, mais je crois que c'était 3000 cadeaux qui avaient été collectés du côté de Meaux. On a été les récupérer et ensuite on les a distribués dans toutes les associations qu'on connaissait. Nous, on en a gardé très très peu pour nous. Après, pour vous donner un autre exemple, des fois à Rungis, on a des entrées à Rungis. Il y a des contacts à nous indirects quand on a des gros lots de fruits et des légumes. On partage de l'eau avec toutes les associations partenaires. Très concrètement, on s'appelle au téléphone et on envoie les camions à chercher les produits directement. Par contre, il faut être extrêmement réactif. Alors, ce que dit Panour, c'est qu'en fait, on essaie de gérer l'association, non pas comme une association à but non lucratif, mais on essaie de la gérer comme une entreprise, avec les conditions d'une entreprise, avec des indicateurs de performance, un suivi. Donc, on a un peu cette volonté-là. Et le gros projet, c'est à la fois de créer ce lieu de rencontre, recyclerie, épicerie solidaire, événementielle. Donc ça, c'est notre prochain projet qu'on appelle, peut-être qu'on le dit maintenant, Canopé. Oui, Canopé, le projet Canopé, voilà. Ouais. Voilà, donc c'est notre grosse priorité pour l'année à venir et les 2 ans à venir, en fait. Voilà. Et on voudrait pouvoir offrir du travail, on pourrait offrir l'opportunité de se réinsérer dans la société par des activités qui ont du sens pour les personnes qui le feraient. Mm-hmm. D'autres réactions? Alors, je vois que quelqu'un voulait intervenir dans le chat, mais je ne le vois pas. Si, c'est Lee qui dit « Dommage que Nadia ne soit pas là, elle aurait été intéressée. » Je viens de lui envoyer un message. Elle n'a pas répondu. Oui, en fait, juste pour dire que Nadia, c'est une de nos membres très actives dans le 93. Elle a pas mal de contacts à Montreuil. Ah, mais bien oui. sûr, sur le revenu de base, mais je pense que tout ce qui est action concrète locale l'intéresse fortement. Donc, on lui recommandera de regarder cette vidéo de toute façon. Elle est à Montreuil, elle est sur Montreuil. Oui. On a quelques opérations, on a fait une maraude fixe sur Montreuil pour le Ramadan, la fin du Ramadan, enfin par la période du Ramadan en solidarité. On a distribué sur un point de Montreuil des paniers repas. À la Croix de Chavaux. À la Croix de Chavaux. Après, on a d'autres projets qui sont en réflexion sur comment aider les personnes en situation de précarité ou avant la précarité, comment ne pas y tomber et comment anticiper ce passage-là. Donc, on va essayer de faire du mécénat de compétences et du mécénat de fonds, de financiers. Et pour rassurer mes 2 membres du conseil d'administration, non, a priori, on ne va pas intégrer le mouvement français pour le revenu de base. On va juste essayer de faire un pont et essayer de répondre au débat qui va s'enchaîner maintenant. Quelle place pour les sans-abri dans la pensée du revenu de base? Voilà, donc là, on vous propose un débat ouvert. Donc, je vais clôturer ma présentation.
et on va vous proposer de débattre de comment le revenu de base peut-il laisser de la place aux sans-abri dans sa réflexion. Ah mince, ok, d'accord, Lee, ok, c'est noté. Au revoir, Lee. Salut, Lee. Je vais essayer de réagir. Ouais, vas-y. J'allais dire, je vais essayer de réagir à chaud en sachant que c'est très compliqué après votre présentation. Après votre présentation, je me suis dit, ça va être très compliqué comme débat parce que je constate, et je trouve ça très bien, que vous êtes des gens vraiment du terrain. Et moi, la question qui me venait à l'esprit, c'est mais quel est justement, où est-ce qu'il réfléchit à ce genre de choses? Parce que lorsqu'on contacte des grosses associations type ATD Quart Monde, type Equitas, par exemple, ils ont toujours un coin dans lequel il y a des militants qui aussi réfléchissent à des trucs un peu plus larges en termes de loi et en termes d'application de la loi. Et je me demandais comment vous arrivez à joindre les deux, puisque une grande partie de votre travail se fait sur le terrain et surtout sur des questions liées, d'après ce que j'ai compris, à la logistique et au fait que les choses soient faites à temps et bien gérées. Ça c'est une question, alors on est entre les deux, qui m'est venue à l'esprit. Ouais. Le point, sinon… Oui. Je réponds à chaque question. Enfin, Nour, je me permets. Ah, oui. Là, tu as là, Raïré, les 4 personnes majeures. Enfin, il y en a une 5e qui réfléchissent, qui sont comme le think tank, qui sont au conseil d'administration, en fait, qui va réfléchir. Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'après un an d'existence et d'équipe qui est fraîche, hein, moi, j'ai été nommée qu'en avril, donc c'est une équipe fraîche. Voilà, on est à l'émergence. Et donc, merci de nous mettre au pied du mur, de nous dire, créez votre think tank, les sans-abri, quid des sans-abri, quoi. Merci, Raïré. Nour, tu veux rajouter quelque chose? Oui, moi je voudrais rajouter un truc qui est vraiment important et vraiment je suis très content de participer à ce genre de débat parce que c'est exactement le sens qu'on veut donner à nos actions, c'est de participer au débat public, privé, débat citoyen justement pour sensibiliser la société avec un grand S sur tous ces sujets-là. Les invisibles, nous on les appelle souvent comme ça, des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, pourtant ils sont autour de nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, comment on peut le faire, à quoi ils ont droit, parce qu'ils ont peut-être des droits qui eux-mêmes n'ont même pas conscience. Quand on discute avec eux, en fait, ils ont accès à des droits, mais ils n'ont même pas conscience à ces droits-là. Enfin, moi, personnellement, c'est une vraie réflexion, c'est une vraie… moi, c'est ce qui me dirige, en tout cas, dans ce que je fais, c'est vraiment de participer à ce genre de débat, de donner un avis, bon ou pas bon, j'en sais rien, mais en tout cas, d'y contribuer d'une manière ou d'une autre, soit par de l'opérationnel, soit par de la réflexion, soit par du moyen, soit par des idées. Mais c'est pour ça que je trouve là, ce genre de réunion ce soir là, vraiment intéressant parce que moi, j'ai découvert via Cathy, j'ai regardé encore le site internet hier et ce matin pour faire le bon élève, pour réviser un peu sur ce que vous faites. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, moi, pour le coup, j'ai plein de questions à vous poser. Hein. Je peux essayer déjà de résumer, nous, où on en est, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de déclaration déjà toute faite sur les sans-abri. Sur les interventions que l'on fait en disant que le revenu de base pourrait changer énormément les choses, il y a 4 grands arguments qui sortent, et vous en avez déjà cité un, qui est en fait la question de l'accès aux droits. C'est-à-dire qu'une grande partie des gens en situation de précarité en France ne demandent pas ou ne savent pas qu'ils ont des droits qui pourraient leur donner une aide. Ensuite, il y a la question de l'accès à ces droits une fois qu'ils savent qu'ils l'ont demandé, qui n'est pas forcément très facile en fonction du département dans lequel ils demandent. Ça, c'est l'un des premiers points. Le deuxième, c'est la question en fait du seuil de pauvreté, qui est une mesure principalement monétaire et qui ne donne pas en fait la réalité des situations qui peuvent être extrêmement différentes d'un individu dit précaire, entre guillemets, de l'un à l'autre. L'une des questions qui nous taraude, enfin peut-être pas nous, mais en tout cas moi qui me taraude, c'est la question du logement sur laquelle pour le moment nous n'avons pas de réponse. C'est-à-dire que le revenu de base effectivement est une somme qui est donnée chaque mois à chaque individu de manière universelle, inconditionnelle, individuelle, mais est-ce que cet argent est censé servir à financer un logement?
en sachant qu'on a déjà un système d'accès au logement via les caisses d'assurance familiale, via la CAF, pardon, via les APL par exemple, et que ce n'est pas forcément l'un des systèmes les plus efficaces qu'on ait rencontrés. Est-ce que le revenu de base est-ce qu'une aide monétaire directe serait une bonne solution pour loger les gens? Ça se discute. Moi, je dirais a priori non. Et le dernier point qui revient régulièrement, c'est en fait la question de la disponibilité d'esprit des personnes qui sont en situation de grande précarité. Il est, paraît-il, malheureusement, je n'ai pas l'expérience du terrain là-dessus, mais il est extrêmement difficile de pouvoir rester concentré sur des problématiques qui peuvent être extrêmement conceptuelles parfois lorsque on n'est pas en sécurité pour savoir où est-ce qu'on va loger, où est-ce qu'on va manger le soir même. Et de ce point de vue-là, on en revient à la question que posait Loïc, qui est de savoir si vous étiez plus dans la solidarité et l'accompagnement. Mais j'entends que vous êtes aujourd'hui dans la solidarité, mais que demain, sans doute, vous serez également dans l'accompagnement de ces publics. Nous, pour le moment, en termes de réflexion niveau 0, je laisse Loïc et Henri compléter ce que je viens de dire, on en est à peu près là. C'est-à-dire qu'on a les problèmes avec des chiffres et des concepts, et des approches assez conceptuelles, mais on n'a pas la réalité des choses et on a du mal en fait à évaluer en quoi un revenu de base pourrait être utile et quels sont surtout les critères qui pourraient être pertinents pour résoudre la question du traitement social de la misère, quoi. Avant de laisser la parole à Henri et Loïc, je voulais juste apporter une précision. Et il y a Fela et Betty qui voudront dire un mot après. Une précision, il faut savoir que 40% des personnes en situation de handicap, de précarité, avant d'y rentrer, avant de tomber dans la précarité, les sans-abri, sont avec un trouble psychiatrique. Et qu'une fois qu'ils sont dans la rue, le taux monte à 70%. Donc, il y a un vrai problème d'intégration de ces troubles-là. Donc, Henri a levé la main et Fela et Betty après. Ça vous va, Henri? Merci. Alors, moi, en fait, je suis très intéressée par ce que vous faites dans votre association, parce que dans notre association pour le revenu de base, comme vous le savez sans doute déjà tous, il est universel inconditionnel, c'est-à-dire qu'il s'adresse à tout le monde et qu'il ne vise pas en particulier les sans-abri, même si on les a tous dans un coin de la tête et qu'on a dans l'idée que c'est ceux à qui il pourrait être potentiellement le plus utile, parce que Bernard Arnault, à la limite, il s'en fout. Mais il se trouve aussi que quelque part, les sans-abri et leurs besoins, on ne les connaît pas vraiment. Et vous les connaissez mieux que nous, dans le sens où dans notre association, on a un certain nombre de personnes qui ne sont pas milliardaires, on a un certain nombre de personnes qui sont RSA ou autres, mais les sans-abri, ceux qui sont le plus dans le besoin, ils n'ont absolument pas le temps de venir nous rencontrer et ils n'ont pas que ça à faire dans la vie. Du coup, nous, on a pas mal de propositions et d'idées sur les revenus de base qui viennent de différents d'entre nous ou qu'on ne trouve pas en externe. Mais de là, savoir ce qui répond le mieux aux besoins réels que malheureusement, on connaît assez mal, en fait. Nous, on a un gros manque. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai un. Je ne peux pas parler au nom de toute mon association pour dire ça, mais j'ai le sentiment qu'on est nombreux dans ce cas quand même. Et ce serait intéressant pour nous. Enfin, moi, je suis friand de toutes vos remontées pour savoir quels sont les besoins les plus prégnants, les plus prioritaires, et qu'est-ce qui changerait vraiment la donne ou qu'est-ce qui est accessoire. Enfin, voilà. Tu veux réagir, non? Oui, non, mais juste répondre avant de redonner la parole à Fela et Betty. Nous, on peut faire des remontées factuelles, c'est-à-dire que aujourd'hui, sur le milieu des personnes précaires, il y a des études nationales qui ont été produites. On peut les mettre à disposition, ils sont assez faciles à aller récupérer. On a des données économiques, sociologiques, nombre d'hommes, nombre de femmes. Il y a pas mal de données qui sont accessibles. Je crois que d'ailleurs, dans un de nos articles, je crois qu'on avait pas mal référencé ça, je crois qu'il y a tout de mémoire. Mais on peut faire une sorte de cartographie des SDF, en tout cas des précaires en France, et des données qui sont accessibles. Et la deuxième chose, c'est que nous, on peut faire remonter, si vous avez besoin de ça, en tout cas pour vos réflexions,
sur nos bénéficiaires, sur nos propres actions, nous faire remonter des vrais besoins. Moi, il y a une chose dont je suis sûr pour répondre, et c'est complémentaire de ce qu'a dit Cathy, c'est que effectivement, quand on est dans la rue, SDF, on n'est pas dans une zone de confort et de sécurité. Si on se réfère à la pyramide de Maslow, qui a 5 niveaux, quand on est au niveau 1, c'est-à-dire je dois manger, je dois me mettre en sécurité et je veux pas me faire agresser, on n'est pas comme on n'est pas au niveau 4, l'accomplissement de notre vie, machin, etc. Voilà, les besoins sont vraiment râle pas crête, quoi. Donc, et ce besoin-là, il change d'heure en heure. Voilà, il se projette pas du tout à moyen terme, à long terme. Nous, on passe 15-20 minutes, des fois 1 heure avec une personne qu'on va rencontrer 2, 3, 4 fois dans le mois. Je parle des SDF, les précaires, on a des liens un petit peu plus approfondis. Donc, c'est vrai que quand les besoins, ils sont vraiment des besoins primaires, quoi. Voilà. Betty, là, vous voulez intervenir? Il faut allumer le micro. Il faut allumer le micro. Ouais, vous nous entendez? Ouais, plus fort. Ok, un petit salut à tous. On est désolé d'intervenir de manière un petit peu opportune, on va dire, dans ces conditions-là, mais c'était important pour nous de participer. Alors, on a survolé, je suis désolée, on a survolé un peu les informations qu'on pouvait trouver sur votre mouvement, qui est très intéressant. Donc, je prends un peu au vol les informations que vous avez fournies. Moi, il y a 2 niveaux d'interrogation qui m'interpellent. D'abord, identifier les personnes qui sont éligibles, qui seraient éligibles à ce revenu de base, puisque la précarité touche aussi bien les sans-abri, mais il y a des gens qui sont également en très grande précarité tout en ayant un logement. Rapproche ton micro de la bouche. Rapproche ton micro de la bouche. Je m'entends mieux là? Vous m'entendez? Oui, plus fort. D'accord. Ok, donc c'est plus sur les conditions d'éligibilité et d'accès à ce revenu de base. Ce que je disais, c'est que la précarité touche aussi bien les sans-abri que des personnes qui ont un logement sur la tête et qui pour autant n'arrivent pas aujourd'hui à vivre, à survivre. Et les circonstances et la situation économique actuelle ne nous a rien fait pour arranger les choses. Deuxième chose, et à mon avis, ce qui fera débat, qui a déjà fait débat sur ces questions-là, je crois qu'elle avait été portée par Benoît Hamon dans la campagne présidentielle, c'est de savoir comment financer ce revenu de base. Si on veut faire adhérer le maximum de personnes, il faut pouvoir expliquer comment ce financement va se faire, et ça touche les esprits, ça marque les esprits, et ça puisse mobiliser plus de monde, de toutes les catégories sociales, des professionnels ou pas, et que ça ne touche pas quand même que pas seulement les gens en difficulté soient concernés par le sujet, et que les gens de la classe moyenne puissent considérer que c'est une idée, c'est un concept et qui devrait être concret et réalisé, mais avec des propositions qui soient claires sur le financement de soutien financier. Voilà, les 2 grandes idées. Alors, il y avait aussi un débat qui avait été fait sur ce revenu inconditionnel, c'est qu'en fait, il fallait faire attention à ce qu'il ne prive pas les autres aides, parce qu'a priori, si on donnait ce revenu, on ne sait pas, on est sur des paliers de 500, 750 ou 1000, les économistes disent qu'en fait, ça va tomber l'économie. Et si quelqu'un qui va, je pars sur un montant bateau, si on partait sur 500 €, est-ce que ça n'enlevait pas les aides au logement? Est-ce que ça n'enlevait pas d'autres aides? Donc, fondamentalement, si ça se substitue à ce qu'il y avait déjà, donc on remettait des gens dans la précarité, encore plus dans la précarité. Il y avait ce débat qui était très important de faire que s'il est inconditionnel, donc il est pour tout le monde, il est universel, mais qu'il ne va pas se retirer les autres aides que pouvaient avoir en fait les citoyens. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, et est-ce que c'est porté, est-ce que c'est déjà de guillemets bien avancé pour pouvoir mettre ce débat sur les présidentielles, qui est quand même un débat important, parce qu'il faut qu'on y arrive. Ça fait déjà une quinzaine d'années qu'on parle d'un revenu décent, et qui, ce revenu aurait l'avantage en plus de ne plus diviser la population,
parce qu'il est universel. Ceux à qui il suffit d'avoir ce revenu, ils en feront ce qu'ils veulent. Ceux à qui ça ne suffit pas continueront à travailler. On n'aura plus de gens qui diront tu vis sur le dos de la société. Déjà, il y aura déjà cette fracture en moins. Je trouve que ça a un côté fédérateur, au-delà de plomber l'économie, comme veulent le dire des économistes. Voilà. On avait dit 2 mots, mais Merci. Raéré? Alors, sur les 2 questions, moi j'aime beaucoup les 2 interventions parce qu'en plus nous avons Henri et nous avons une question qui porte sur la question du financement et l'autre qui porte sur la question de la possibilité d'instauration politique. C'est dommage que Lee nous ait quittés. Là, j'étais en train d'envoyer, alors voilà, j'envoie le message à Nadia qui pourra certainement venir nous rejoindre. Henri complétera très largement sur la question du financement. La vraie question étant de savoir ce que vous voulez faire avec ce revenu de base. Si le but du jeu, c'est d'éradiquer la misère, moi je vous dis déjà, nous au MFRB, on ne sait pas très bien ce qu'on va mettre dans le revenu de base, c'est-à-dire l'aide monétaire mensuelle, et quelles sont les mesures qu'il faudrait mettre à côté du revenu de base. Pour nous, c'est surtout le travail des politiciens qui vont porter l'idée de faire cette synthèse-là. Après, il y a des travaux qui ont commencé, notamment portés par le pôle recherche, qui n'est pas encore tout à fait en place, mais qui, Loïc pourra intervenir là-dessus. J'ai perdu le fil, je suis désolé. Sur l'instauration, par exemple, sur identifier les personnes qui seraient éligibles. Alors pour nous, on n'a pas ce problème parce que pour nous, le revenu de base, il est universel et inconditionnel. Donc tout le monde est éligible. On avait eu de grands débats lors de notre assemblée générale sur des questions de savoir est-ce qu'il serait français, pas français, est-ce qu'il serait sur le territoire, pas sur le territoire, dans l'empire colonial, pas dans l'empire colonial, etc. Pour nous, à l'intérieur de notre charte, il y a déjà une partie de la réponse qui pourrait être déclinée ainsi. Si on considère le revenu de base comme une simple réforme fiscale, en fait, ça va être toutes les personnes qui seront résidents fiscaux en France. Donc, qui auront déjà le tampon, qui paieront des impôts en France, et en contrepartie, à revenu universel, impôt universel, comme le dit la formule. La deuxième partie de la réponse est aussi dans notre charte qui dit que nous défendons le fait que le revenu de base soit considéré comme un droit humain. Et pour nous, droit humain, alors je dis pour nous, disons pour moi et d'autres compléteront, un droit humain, c'est un droit qui est rattaché à la personne. C'est parce que vous êtes une personne existant sur le territoire que vous allez pouvoir prétendre à ce revenu de base. Alors, les filles sont parties, par contre. Dommage. Je leur fais un retour. T'inquiète, Raéré, je leur ferai un retour et je leur ai dit que c'était enregistré. Prétendre de ce revenu de base. Ça, c'est pour nous. En tant que MFRB, nous sommes favorables au fait qu'on puisse étendre la notion d'universalité et d'inconditionnalité au plus large possible. Après, il y a la réalité politique qui est que les grandes associations dont on parlait tout à l'heure, je pense à Equitas et à TD Quart Monde notamment, sont eux favorables plutôt à une instauration par étapes, c'est-à-dire sur l'idée d'un revenu minimum garanti, donc qui ne serait pas entièrement universel, mais destiné aux plus pauvres ou aux plus nécessiteux d'entre nous, et qui chercherait à les intégrer dans la société en leur donnant suffisamment pour pouvoir vivre ou pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement. Sur comment on finance ça et qui est éligible, pour le moment, je ne sais pas, puisque nous n'avons pas encore poussé le débat suffisamment loin avec ATD et Equitas sur cette question. On le fera en août, le 26, puisque nous les avons invités à l'une des universités d'été à laquelle nous participons. Il faut savoir que d'ici 2022-2023, l'une des... Alors, comment s'appelle-t-elle à Paris? Elle s'appelle Léa Filoche et elle s'occupe... elle est adjointe à la solidarité. Il y a une tentative justement d'essayer de mettre en place ce type de revenu minimum garanti qui tend à devenir un revenu de base une fois qu'il est universalisé, mais qui pour le moment vise seulement des segments de la population. Il y a déjà un projet qui est dans ce sens à Paris. Et l'une des questions qui, elle, va l'intéresser, c'est pour ça que c'est très intéressant de discuter avec vous, c'est si on lui propose quelque chose, le but du jeu, ça serait effectivement de faciliter et d'améliorer l'accompagnement des personnes les plus précaires. Ça pourrait être l'un des objectifs de cette expérimentation que propose Léa Filoche. Ça, c'est sur l'aspect politique. Et sur le financement, là encore, je répète, tout dépend de ce que vous voulez en faire. Si le but du revenu de base pour vous, c'est d'équilibrer, c'est de faire une société plus égalitaire, vous allez choisir des financements, par exemple, qui vont plutôt ponctionner le patrimoine.
qui est extrêmement mal réparti en France. Si le but du jeu, c'est uniquement d'avoir une redistribution minimale et une réforme fiscale, vous allez prendre les mesures que propose par exemple Marc de Basquiat, qui c'est en fait un changement de la manière dont sont prélevés les impôts. Et le dernier point, c'est sur les perspectives politiques. Nous avons bon espoir de faire que ce soit un sujet des présidentielles. Pour le moment, nous avons 2 candidats aux primaires écologistes qui défendent l'idée, qui sont Sandrine Rousseau et Éric Piolle. Et Sandrine Rousseau défend un revenu de base qui serait entre 850 et 900 euros. Pour le financement qu'elle propose, pour le moment, on ne l'a pas suffisamment interrogé. Et nous devons reprendre contact assez rapidement et nous allons organiser un colloque à l'Assemblée nationale d'ici novembre pour avoir de ces informations. On espère avec Cathy l'avoir le 22 septembre prochain, puisque tu as accepté, en tout cas elle m'a dit que tu avais accepté de co-animer une nouvelle table ronde sur la question de la précarité, sur lesquelles on pourra cette fois passer à l'amende à TD Carmonde et Sandrine Rousseau, sur les questions du revenu de base et de la précarité. Donc, je vais laisser la parole à Henri qui pourra compléter plus en avant sur la question du financement, à moins que vous souhaitez intervenir directement. Non, Henri, c'est bon. Moi, j'ai retenu 2 questions auxquelles je pense pouvoir apporter des éléments. La première, le financement dont je vais parler après, et la deuxième, c'est la question de la substitution des aides potentielles, qui est une vraie question. Alors, autant que je sache, et c'est même marqué dans notre charte, il est entendu au MFRB que ce que nous soutenons, c'est potentiellement certains remplacements d'aides, mais seulement à condition que le revenu de base s'y substitue avantageusement, c'est-à-dire ne pas retirer une aide qui ne serait pas remplacée, voire même dépassée et rendue obsolète par le revenu de base. Il y a un certain nombre d'aides que je pense personne parmi nous n'envisage de remplacer quoi qu'il arrive et quel que soit le montant du revenu de base. Par exemple, l'AH, aide adulte handicapé, je crois, j'espère que je dénature pas le terme. L'éducation nationale gratuite, la sécurité sociale pour l'assurance maladie et des choses comme ça, quel que soit le montant du MFRB, du revenu de base. On n'envisagerait pas de les substituer et dire voilà, bah, les gens ils se démerdent pour avoir leur assurance santé, quoi. Donc ça c'est notre version. Maintenant évidemment nous on fait du lobbying auprès du politique, auprès des gens pour que la chose arrive et on n'est pas capable nous avec nos petits bras de préjuger ce que feront les politiciens qui s'en empareront le jour où ils le feront. Tout ce qu'on peut faire c'est leur présenter ce qu'on pense être une bonne chose et il y a toujours un risque que le jour de la mise en place réelle dont on n'aura pas un contrôle nous-mêmes, il se passe autre chose. Donc ça, c'était un point. Ensuite, la question du financement, je t'inquiète pas, Raïré, je ne vais pas faire la totale en 1 heure. Je vais essayer d'aller au plus court. D'une façon ou d'une autre, la chose la plus importante à retenir, c'est que le revenu de base et aussi le RSA et un certain nombre d'aides ont toutes une même caractéristique, c'est qu'ils sont des formes de redistribution. C'est-à-dire que par eux-mêmes, ils ne créent ni ne détruisent aucune forme de richesse. Donc, quand on parle du coût du revenu de base ou du coût de l'aide sociale ou du coût du RSA ou du coût de quelque chose, et on dit toujours implicitement, nos politiques nous disent que c'est le coût pour la France. Ce n'est pas un coût pour la France. Toutes ces choses-là valent la tête à Toto, dans le sens où ce n'est que des ressources distribuées à des personnes sur le territoire ou des Français ou enfin bon, peu importe le mot sur la carte d'identité et financées ou apportées d'une façon ou d'une autre par des personnes sur le même territoire. Grosso modo, si on sort un billet de 20 € de sa poche gauche dans sa poche droite, on peut dire que le budget de l'opération est de 20 €, mais son coût, il est nul. Du coup, la vraie question, c'est de savoir quels vont être les bénéficiaires nets et quels vont être les déficitaires nets de la mesure dans la zone économique en question, puisque le bilan global pour la zone économique en question est toujours nul. Et là, selon le mode de financement choisi, on va changer le point d'inflexion entre les gagnants et les perdants et le type de gagnants et de perdants. Si on fait des choses basées sur des impôts sur le revenu
Ça va être ceux qui ont les plus hauts revenus qui vont y perdre et ceux qui ont les plus bas revenus qui vont y gagner. Si on le fait sur le patrimoine, ça va être ceux qui ont les plus hauts patrimoines qui vont y perdre et ceux qui ont les plus bas patrimoines qui vont y gagner, et vice-versa. En général, autant il peut y avoir de la différence sur les revenus parce qu'il y a des gens qui ont des très gros revenus et qui dépensent tout ce qu'ils ont et donc ils ont des petits patrimoines, et des gens qui ont des très gros patrimoines et qui ont pourtant de petits revenus parce que ce sont de véritables écureuils. Autant du côté des pauvres, c'est à peu près toujours les mêmes. En général, c'est les mêmes qui n'ont ni patrimoine ni revenus. C'est à quelques exceptions près. Donc, les gagnants sont relativement facilement identifiables. Les perdants, ça dépend énormément de la mesure fiscale choisie pour savoir quels sont les perdants. Dans ma mesure fiscale préférée, que Raïré connaît bien et qui est celle qu'il a citée d'un impôt relativement flat sur le patrimoine, c'est assez facile. Ce serait toute personne qui serait au-dessus du patrimoine moyen en France qui commencerait à être perdant, et toute personne en dessous qui commencerait à être gagnant. Sachant que c'est déjà une somme assez conséquente. Il y a très peu de gens en fait en France qui sont au-dessus du patrimoine moyen. Au patrimoine moyen, on serait juste à l'équilibre, ni gagnant ni perdant. On se retrouverait à payer autant d'impôts que ce qu'on toucherait en revenu de base. Après, chaque mesure, si on décide que c'est des mesures sur des taxes sur la consommation et autres, du coup, les perdants, ce seraient ceux qui consomment beaucoup. Enfin, et ainsi de suite. Par contre, là, et du coup, ça, c'est vraiment chaque proposition et c'est vraiment des choix de société, savoir sur quoi on fait porter ces prélèvements. Et ensuite, le dernier point qui était posé sur le ralentissement de l'économie, ça, par contre, je m'inscris en faux, ça n'induira pas de ralentissement de l'économie, bien au contraire. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le revenu de base aura mécaniquement l'effet de solvabiliser de la demande. Qu'est-ce que j'entends par là ? Grosso modo, ceux qui sont très riches, Bernard Arnault, je l'aime bien comme exemple. Avant, il y avait Ingrid Betancourt, mais maintenant qu'elle est morte, j'en utilise un autre. Lui, qu'il ait un petit peu plus ou un peu moins de sous à la fin du mois, ça va pas changer fondamentalement ses dépenses et la façon dont il fait tourner l'économie. Je ne sais plus quel milliardaire avait dit même si j'avais plus d'argent, je ne pourrais pas manger 6 poulets par jour. Eux, ils en sont là. Alors que ceux qui se serrent la ceinture, qui ont du mal à finir leur fin de mois, si on leur donne un peu plus, ça va directement s'injecter dans l'économie. Et donc, cette redistribution, pour moi, mécaniquement, elle ne va pas enrayer l'économie, bien au contraire. Après, peut-être que quand on a des visées écologiques, c'est peut-être pas le meilleur moyen à court terme pour la décroissance. Et d'un autre côté, on ne pourra pas demander aux gens de s'imposer des réflexions écologiques tant qu'ils ne pourront pas parer à leurs besoins immédiats. Donc, même si à très court terme, c'est peut-être pas, il y aura un effet croissanciste immédiat, parce que ceux qui avaient envie de dépenser plus et qui n'avaient pas les moyens vont pouvoir. Ça va aussi être le moyen de mettre toutes les mesures en place derrière. Voilà, je pense que j'ai fini mon intervention jusqu'à plus ample question. Désolé pour ces 2 longs tunnels. Non, c'est super. Hein, nous ? C'est super intéressant. Si je peux me permettre, avec mon petit niveau de connaissance en économie un peu balbutiant, tu as abordé un sujet qui est vachement intéressant, Henri, c'est l'économie circulaire en fait. C'est-à-dire que les aides qu'on redistribue, si on part d'un principe que la France est un système qui est fermé, donc on crée la richesse et qu'on redistribue une richesse auprès des personnes les plus précaires, donc elle reçoit cet argent, pas pour le mettre dans un compte épargne, il faut payer le loyer, il faut payer des vêtements, il faut payer l'électroménager, il faut acheter à manger. Donc ça revient dans l'économie de consommation, dans le monde libéral dans lequel on vit. Donc ça fait fonctionner toujours la France. Voilà. Et peut-être qu'à la fin, il y a peut-être 2-3% d'épargne pour l'éducation, les enfants, etc. Éventuellement peut-être des vacances. Mais de redistribution de ces aides, il faut bien en avoir conscience, plus de 90%. Je pars du principe, si c'est un système fermé, c'est-à-dire que si l'argent reste en France, si on achète en France à des entreprises françaises, allez, 95% revient à des acteurs économiques français. Donc aux propriétaires de l'immeuble à qui je paye un loyer, aux marchands à l'épicerie en bas de chez moi à qui j'achète des fruits et légumes, etc. etc. Donc, et je rejoins ce que tu dis tout à l'heure, hein, ça coûte que dalle. À partir du moment où on est dans un système qui est fermé. Alors, je vais me permettre justement cette question du système fermé.
Il y a beaucoup d'idées reçues selon quoi, quand on va donner de l'argent aux gens, ils vont se payer des trucs achetés à l'étranger, pas chers, qui viennent de Chine et tout. Il y a effectivement des choses achetées qui viennent de Chine et autres, ça existe. Mais quand on fait le bilan ça y est, je vais y arriver, du PIB de l'année et la part de ce PIB qui part à l'étranger, en fait, c'est l'épaisseur du trait. C'est pas, on peut se considérer, on n'est pas rigoureusement une économie fermée, on a même une balance commerciale déficitaire. Absolument. Mais ce déficit de la balance commerciale, c'est rien par rapport au mouvement annuel. Je veux dire, c'est pas ça qui est important. On se fait une montagne d'une souris. Moi, je pense qu'on est d'accord. Et surtout, le déficit commercial est dû principalement à plus de 80% par un poste particulier qui s'appelle l'énergie. Il s'avère qu'en termes d'énergie, la France importe la totalité de son pétrole. Alix, vous voulez réagir? Oui, par rapport à ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un et vous dire, ok, vous donnez cet argent à une personne précaire, elle va aller s'acheter une télévision. Elle ne va pas forcément s'acheter de l'alimentation ou quoi. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Hein. Je connais quelqu'un qui travaille un peu dans le domaine et elle me dit, voilà, ils n'ont pas de quoi se nourrir, par contre, ils ont le grand écran télé dans le salon. La question est pour qui? La question, elle est pour tout le monde? Pour tout le monde, là on est 5, très honnêtement, tout le monde s'est enfui. Oui, on est 5, on peut y aller. Hein. Moi, je peux... Vas-y. Vas-y. Bon, ok. Moi, je peux répondre. Pour le coup, c'est un retour terrain, en fait. Hein. Les gens qui sont précaires, effectivement, il y a des gens qui vont acheter une PlayStation, une télévision, etc. Mais à 95%, hein, je reste dans les masses, hein, on va acheter de quoi manger, de quoi boire, des vêtements, voilà quoi. 95%, les gens vont acheter de quoi survivre et de satisfaire leurs besoins primaires, quoi. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de débat à mon sens. Hein. Mais, tous les gens qu'on aide. Complémentaire. Oui. C'est effectivement, de toute façon, je pense que c'est beaucoup plus marginal qu'on le pense, mais même si ça ne l'était pas, c'est pas à moi de décider pour quelqu'un qui est dans une situation de vie que je ne connais pas, si il est plus important de manger un sandwich à midi ou d'avoir une fenêtre sur le monde et d'avoir une télé. Alors que ceux qui vont les critiquer et qui vont leur dire ouais, mais vous gâchez l'argent dans une télévision, ils en ont tous une chez eux. Enfin, je veux dire. Plusieurs. Enfin, peu importe. Et même si c'est pas, même s'il y a des exceptions, tout le monde n'a pas une télé. Moi, j'en ai pas, par exemple, mais c'est voilà. C'est clairement pas à moi, de la position où je suis, de dire ce qui est important pour quelqu'un qui est dans une situation qui n'est pas la mienne. Mais après, on avait même fait un jeu de rôle là-dessus, me semble-t-il. C'est dommage que Nadia ne soit pas venue sur justement cette objection-là. Mais pour moi, il faut bien voir qu'à partir du moment où on défend un revenu de base universel inconditionnel, ça veut dire qu'on va donner le revenu de base à des gens qui ne sont pas forcément des gens très recommandables. Mais comme ils représentent en fait dans nos sociétés une minorité, en tout cas nous l'espérons, et nous espérons que cette minorité réduit de plus en plus du fait que le revenu de base dégage du temps pour avoir d'autres types d'activités sociales et pouvoir les inclure, il faut quelque part accepter le fait qu'on va donner des revenus de base à des gens qui harcèlent des femmes dans la rue, des gens qui foutent des baffes à leurs enfants, des gens qui trient pas les déchets, et c'est pour éviter de parler des terroristes et des pédophiles. Mais encore une fois, soit on considère que le revenu de base il est universel, il est pour tous, soit on considère qu'il est uniquement pour une telle catégorie de la population, et auquel cas, je suis assez d'accord sur le fait que même si sur le revenu minimum garanti, je suis encore en réflexion, mais ça a tendance à les flasher en disant « nous payons pour eux ». Avec un revenu de base universel, en fait, nous payons pour nous, puisque que ce soit Bernard Arnault ou que ce soit le Clodo du coin, il aura le même droit à le faire. Nous, ça nous pose c'est pas des problèmes, mais on est déjà en train de réfléchir là-dessus, dans le sens où on ne sait pas encore très bien
comment on va pouvoir verser ça à tout le monde. Parce que ne serait-ce que pour quelqu'un qui est sans-abri, c'est extrêmement difficile d'avoir accès à une aide d'État ou du département, parce qu'en général, ils n'ont pas d'adresse. Donc, il faut trouver une association qui peut leur fournir une adresse par laquelle ils peuvent prendre contact avec l'assistance sociale, etc. etc. Le revenu de base va devoir, pour pouvoir être réellement efficace, après ce sera une question de politique et de comment ça va se mettre en place, puisque tout ne se mettra pas en place du jour au lendemain, comment on va faire pour nous forcer quelque part à considérer que ces gens qui aujourd'hui peuvent être mis de côté de l'aide sociale sont quand même membres de notre société et auront ce droit au revenu de base. Et ce qui est très intéressant avec une idée comme le revenu de base, c'est que c'est très concret. Vous vivez en France, vous êtes résident fiscal, vous avez le droit au revenu de base, il est de tel montant. Après, il n'y a pas besoin, tout le monde peut comprendre ça. Et c'est ensuite que s'enclenche la mécanique de les insérer dans la société, etc. etc. Alors, je rajoute pour information, parce que ce n'est pas connu de tous, la condition de résidence fiscale, ce n'est pas de devoir payer des impôts. C'est d'être potentiellement sujet à payer des impôts si jamais on a les revenus et les moyens nécessaires. Et donc, ça, comme jusqu'à présent, ça a été mis dans la loi essentiellement pour que personne ne s'en échappe, c'est extrêmement large. Et toute personne qui vit la majorité de l'année en France est concernée. Ouais. Peu importe son statut d'immigré, de sans-papier, de quoi que ce soit, tout le monde est concerné. Ça a été un long débat sur le terme exact qu'il fallait utiliser pour mettre dans la charte. Hein, Henri? Oui. Ok. D'autres? Excusez-moi, il y aura d'autres gens qu'il faudra que je pourchasse et que je détruise. Ah oui. Tu sais que tu es enregistré et qu'on va pouvoir déposer la pièce à conviction. Fais attention, Raïré. Il y a des preuves. Mais voilà, sachez que s'il y a un revenu de base, même des gens comme moi, violents dans leurs propos, le toucheront. Et encore une fois, est-ce que vraiment c'est le meilleur moyen de dépenser l'argent de la communauté? Eh bien, écoutez, comme le dit Henri, je ne suis pas en position de le déterminer. Et puis j'aurais une question. Pardon, allez-y. Du coup, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on parlait des immigrés et des sans-papiers. Justement, là, du coup, c'est une question de terrain. Quelqu'un, un sans-papier, du coup, et il n'a pas forcément, justement, on parlait de boîte aux lettres, d'adresse pour le joindre, et il n'est pas non plus, résident fiscal forcément. Si. Et est-ce que ça il est résident fiscal. Il est résident fiscal à partir du moment où il s'enregistre sur le circuit des impôts. Donc, c'est une réflexion qu'on a en ce moment assez importante pour justement leur permettre aussi d'avoir accès au revenu de base. Quand le revenu de base sera en place. On ne va pas dire si, on va dire quand. En ce qui concerne les immigrés en situation illégale, il y en a également dans les personnes précaires, j'imagine. Oui, aussi. Alors, c'est sûr que c'est compliqué d'une façon ou d'une autre parce que c'est toujours facile de dire, dans le principe, sur la loi, ils sont résidents fiscaux. Tout simplement parce que la loi a été faite pour que, dans l'idée de ceux qui ont fait cette loi, pour le moment, ce n'était pas pour donner de l'argent, c'était pour en prendre. Donc, ils ont fait la définition de façon à laisser échapper personne. Et donc, ils le sont. Après, techniquement, c'est compliqué parce que on a beau dire que légalement, ils ont le droit et tout, à un moment, il faudra quand même qu'ils trouvent un moyen de le faire valoir. Parce qu'on peut toujours dire qu'on le distribue à tout le monde, mais c'est difficile pour une administration de le distribuer à des gens dont ils ne savent même pas qu'ils existent. Je veux dire, il y a une différence entre le droit et le fait pratique qui c'est ce que je voulais faut résoudre dire. À un moment. C'est certain. Mais légalement, si à un moment ils se manifestent, ils prennent un avocat ou ils trouvent un avocat commis d'office et ils disent voilà, je suis en France, j'y ai droit. Normalement, ça doit pouvoir se résoudre. Après, il y a toujours des difficultés administratives, j'en doute jamais. Mais Et donc, du coup, nous, Humanity France, pourquoi on a ouvert ce débat-là et qu'on a suivi Raïré dans son dispositif de débat mensuel, c'est justement, c'est nous, comment on peut faire pour être le maillon
le maillon manquant, en fait, le chaînon manquant, pour que justement ces personnes en situation de précarité puissent obtenir ce droit-là fondamental. Voilà. Donc, tout réside là. Comme disait Henri, oui, mais Ferbet, nous ne sommes pas forcément tous des personnes en état de précarité, mais c'est ce qu'on souhaite également obtenir pour nous et pour tout le monde, en fait. Alors, je ne sais pas si vous, dans vos actions, vous pouvez permettre de faire que ces gens puissent y avoir accès de cette manière-là. Je sais en revanche, par exemple, je parlais des expérimentations à Paris, que ça, par contre, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler ensemble pour avoir des retours d'expérience et surtout essayer de faire avancer l'idée d'une instauration. Alors, au mouvement, on n'a pas encore rediscuté de ça. Je sais que ça a été un sujet brûlant ces dernières années, d'une instauration par étapes. Pour le moment, il y a deux types de propositions d'instauration par étapes, que sont les propositions de socle citoyen de Marc de Basquiat. En gros, passer par l'impôt négatif et ensuite essayer d'étendre ce système, en sachant que je le soupçonne de passer à l'impôt négatif, mais à l'idée d'étendre ce système, j'ai des doutes. Et le deuxième, qui est plutôt proposé par le collectif Revenu Minimum Garanti, qui est d'essayer de passer par un revenu qui serait conditionnel au départ, mais suffisant pour accompagner les gens et les faire entrer dans la société, et ensuite essayer d'universaliser cette mesure. Je ne sais pas laquelle des deux est la plus viable. Je sais que celle dans laquelle je pense qu'on peut travailler ensemble, ce serait plutôt la seconde. Nous et vous, j'ai l'impression, avez besoin de commencer à réfléchir un peu concrètement sur à quoi ça pourrait ressembler un revenu minimum garanti en tant que première étape, à plus tard un revenu de base. Et c'est un des grands travaux qu'on est en train de lancer, et notamment parce que ça va intéresser des candidats au présidentiel. Il y a la réunion. On a le problème du revenu minimum garanti, c'est qu'à partir du moment où il y a des conditions, on ne peut pas le garantir parce qu'il y aura toujours des gens qui, d'une manière ou d'une autre, vont passer entre les gouttes des conditions et ou alors vont pas réussir à faire valoir le fait qu'ils sont dans les conditions. Enfin, je veux dire, l'avantage quand c'est inconditionnel, c'est que s'il y a une personne qui arrive et qui dit « Eh oh, je suis là, j'existe », s'il n'y a pas de conditions, l'administration pourra difficilement remettre en cause que la personne existe si elle est en train de lui dire « Eh oh, je suis là, j'existe », et va difficilement pouvoir remettre en cause le fait qu'elle est là. Voilà, tout le reste, c'est plus compliqué. C'est pour ça que nous, lorsqu'on a eu à réfléchir sur la question des expérimentations, l'une des réponses que je trouve intéressante qu'on a données est que ce qui peut être intéressant, c'est une expérimentation sur ce qu'on appelle un site de saturation. C'est-à-dire qu'on va considérer que le revenu de base est réellement inconditionnel, mais sur une portion restreinte du territoire. En gros, vous prenez un quartier, un arrondissement de Paris, et vous le donnez à tout le monde. Et là, vous n'avez pas cet aspect de conditionnalité sur lequel il faut vérifier les conditions. Après, ce genre d'expérimentation est plus compliqué à mener parce que les gens ne restent pas forcément à l'intérieur d'un quartier. C'est beaucoup plus intéressant lorsque vous le faites, par exemple, à l'échelle d'une ville, sur laquelle énormément de l'activité, qu'elle soit économique, sociale, etc., a lieu à cet endroit. Et de voir également, d'essayer de voir s'il y a des effets du revenu de base dans la société qui dépassent en fait uniquement l'aide aux personnes précaires. Et je pense qu'il y en a. Je pense que là, en ce moment, il y a eu une loterie revenu de base qui a été faite par les Européens. C'est une jeune Française, Lucie, qui va toucher 800 € jusqu'à juillet prochain, et sur lesquels, pour elle, en tant que jeune diplômée, c'est un effet très concret sur est-ce qu'elle va trouver un job immédiatement, est-ce qu'elle ne va pas chercher à faire autre chose en attendant, etc. Pour elle, c'est un effet extrêmement concret et c'est 800 €. Imaginons sur un site de saturation où on a des étudiants. Je pense que ça va avoir un effet extrêmement important vis-à-vis notamment de la durée des études et peut-être même du choix des études. C'est pour ça que ça me paraît intéressant qu'on commence, nous, à réfléchir aussi là-dessus, à reprendre ce type de réflexion. Là où il y a aussi des petits sites de saturation qui peuvent être très intéressants, c'est quand ils ont des frontières physiques qui font que la circulation est peu importante. On prend par exemple des choses comme Saint-Pierre-et-Miquelon en France. Si on faisait ça sur une île, on pourrait voir les effets que ça a dans un vase clos. Tu vois, les gens intéressants se barrent de nos conférences. C'est pas bien parce que Loïc, il habite à La Réunion. Et La Réunion a deux avantages pour ça. Malheureusement, il y a trop de population à La Réunion pour ça, mais dans les dom-toms français, on a des lois d'expérimentation qui sont particulières, sur lesquelles il pourrait être possible
imaginons, d'expérimenter ce genre de choses. Ce qui aujourd'hui est très difficile parce que l'initiative des 17 départements qui voulaient expérimenter une forme de revenu garanti dans leur département n'a pas pu aboutir du fait qu'il n'y a pas de vraie loi d'expérimentation. Il y a besoin de passer par le Parlement et la majorité présidentielle était extrêmement contre ça. Même en Alsace-Lorraine, il n'y a pas des lois d'exception là-bas? C'est un autre problème. Je suis alsacien, nous avons des lois d'exception. Comment ça se fait? Et nous avons même des lois d'exception sur des questions sociales. Ben oui, Et en particulier sur l'aide aux plus démunis. Il y a un truc qui est dans notre droit local et qui est rarement appliqué dans les faits, qui dit que la ville, chaque ville, doit s'occuper de ses plus démunis. Non, on a les mêmes problèmes législatifs quand on veut lancer des expérimentations. Et d'après les gens que nous avons en Alsace, il paraît que les Alsaciens ne sont pas forcément très favorables aux revenus de base dans leur ensemble. Il y a aussi le fait que je ne suis pas fier d'annoncer que dans ma région, on vote plus que très à droite et que ce genre d'initiatives n'ont pas l'assentiment populaire, mais du tout. Oui, mais il paraît que dans l'Est, ils confondent la droite et la gauche. Pour les voies de chemin de fer, effectivement, on roule du mauvais côté. Alix, d'autres réactions? Pas par rapport à la précarité. Parce que plus vaste que ça, de ce que je vois. Donc, forcément, puisque pour les temps. Oui. Vous parliez tout à l'heure que si on donne juste à quelques personnes, ça va mal passer, alors que si on donne à tout le monde, si tout le monde finance pour tout le monde, finalement, ça passe mieux. Et là, justement, vous dites qu'en Alsace-Lorraine, les gens sont majoritairement contre. Et moi, j'ai des amis, moi, je suis une convaincue du MFRB. Hein. Donc, voilà. Et donc, en discutant avec des amis, j'ai des amis dans la classe moyenne, et eux, c'est niet, quoi. Ils disent, non, on va pas financer. Alors, eux, ils ne pensent pas à la précarité, c'est pour ça que je dis, ça n'a pas forcément de lien avec la précarité. Eux, ils pensent aux personnes qui vont s'arrêter de travailler, qui travaillaient et qui vont s'arrêter de travailler, qui vont toucher leur revenu de base et qui vont s'arrêter, tout simplement. Et, c'est pareil, demande-leur si eux, ils s'arrêteraient, si on leur file 500 € tous les mois et qu'on dit, voilà, c'est tout. Ouais. Est-ce que tu t'arrêtes et tu te contentes de ça? Vous leur demandez. Alors, et puis, eux, si vous dites forcément non, avec le niveau de vie qu'ils ont, forcément. Voilà, et pourquoi est-ce qu'ils pensent que les autres, avec des niveaux de vie comparables, en feraient différemment d'eux? Alors là, c'est si on arrive sur des revenus de base, on parlait tout à l'heure, 850 à 900 €. Bon, clairement, moi, je travaillais avec eux à l'époque, on me donnait 850 à 900 €. Oui, j'arrêtais de travailler, mais c'est ce que je leur ai dit. Je leur dis, ça dépend si votre métier vous plaît ou pas. Enfin, voilà, continuer à travailler dans un métier qui vous bouffe la vie et qui, voilà, à un moment donné, il vaut mieux arrêter, toucher effectivement un revenu de base. Moi, ça m'aurait permis justement de faire la transition plus tôt parce que, voilà, je l'ai faite entre temps. Ça m'aurait permis de faire la transition et de dire, OK, je m'arrête, je cherche un autre métier dans lequel je vais me plaire. Et en plus, j'aurai du temps pour m'impliquer dans la vie associative et dans la vie de la commune, quoi. Mais donc, tu ne vas pas t'arrêter de travailler, en fait? Je suis au chômage actuellement et j'ai fait 2 formations pour devenir professeur de yoga et coach de vie. Voilà. Donc, raison de plus, tu vas pas t'arrêter de travailler si tu es au chômage. Non, moi, je m'arrête pas. Mais voilà. En fait, il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est contrairement au RSA, c'est pas une allocation qu'on perd quand on commence à trouver du travail, même si c'est à temps partiel ou autre. C'est pas une trappe à pauvreté et tout ça, ça s'additionne. Ensuite, effectivement, il y a un certain nombre de gens qui vont réduire leurs heures de travail en tout partie, qui vont peut-être faire des temps partiels ou qui vont changer de boulot ou autre. Pourquoi pas? Pour le moment, on a 10% de personnes en France, à peu près à la louche, cote mal taillée, de gens qui sont inscrits comme chercheurs d'emploi. Je ne parle même pas de personnes sans emploi, je parle de gens qui sont inscrits comme cherchant un emploi. Du coup, pour moi, tant qu'on n'a pas au moins 10% de la population qui s'arrête de travailler à cause du revenu de base, on n'a pas de problème. Dans le sens où ceux qui décideraient de s'arrêter et laisseraient leur emploi à quelqu'un d'autre, faut pas les montrer du doigt, il faut leur dire merci pour ceux qui veulent un emploi et qui n'en ont pas.
Et tant qu'on n'est pas arrivé à un tel montant et une telle réduction horaire qu'on dépasse, qu'on a éliminé et qu'on a éclusé ces 10% de demandeurs, il n'y a pas de problème en fait. Et je pense que c'est pas près d'arriver en fait. Oui, et puis c'est difficile de mesurer les impacts. Enfin, je ne sais pas, peut-être que vous avez peut-être une idée, mais c'est difficile parce qu'on est entre les idées reçues qu'on peut avoir là c'est les échanges qu'on est en train d'avoir sur le comportement de telle ou telle personne, les idées reçues, je me souviens des débats qu'on avait eus quand on a mis en place le RSA, mais on regarde souvent les impacts négatifs, mais on oublie de parler des impacts positifs. Moi, ce que je trouve génial dans l'idée, on a beaucoup parlé de modèle économique, etc. Est-ce qu'on a les moyens de le faire ou pas? Comment? L'éligibilité, la pérennité, etc. Ça dépend, à mon sens, beaucoup du projet de société qu'on a envie de faire tous ensemble. Tous ceux, en tout cas, qui vivent en France, si c'est un projet qui est français, par exemple. Par contre, il faut absolument qu'on parle des impacts positifs, et pas que des impacts négatifs. Et les impacts positifs, ils sont, alors là, pour le coup, ils sont énormes, quoi. On peut en lister des centaines et des centaines, quoi. Ne serait-ce que bien dormir, ne serait-ce que de ne pas avoir la peur de combler à la fin du mois, je sais pas, moi, de pas être capable de payer mes frais fixes. Moi, j'ai été boursier, par exemple, c'est un sorte de revenant minimum garanti. Hein. Moi, j'ai été boursier pendant toutes les études, j'ai fait des études supérieures. Voilà, j'ai un bac plus 5, j'ai eu 5, 6 ou 7 ans de bourse. Si j'avais pas cette bourse, je travaillais en plus à côté. Hein. C'est pas parce que j'ai eu la bourse que je travaillais pas. Si j'avais pas eu cette bourse, je serais peut-être pas forcément l'homme que je suis aujourd'hui et le parcours que j'ai eu aujourd'hui. Donc, moi, je suis très, très content d'avoir bénéficié, moi, de cette aide-là. Et d'ailleurs, Humanity France, c'est aussi ça, hein, c'est de redonner, parce que moi, l'école, le travail, l'entreprise m'a donné énormément. J'ai très bien gagné ma vie. L'homme que je suis aujourd'hui me donne le luxe de pouvoir redistribuer une partie de ce que j'ai gagné, qui peut être financière, hein, ça peut être intellectuel, ça peut être matériel. Hein, et je trouve que cette approche de revenu minimum et des impacts positifs, ce serait bien d'argumenter, de mettre des éléments de langage pour voir les apports positifs que ça pourrait générer. Mais pour moi, je suis persuadé qu'ils sont monstrueux, quoi. En particulier dans des quartiers défavorisés, pour les SDF, pour les personnes précaires. Je pense que c'est une bouée qui est juste monstrueuse, quoi. C'est énorme et qui serait un coût pour la société. Je parle au niveau France, quoi. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a une sorte de minimum garanti quelque part, mais qui est fragmenté de plein d'aides ici et là en fonction de tels critères d'éligibilité. Je suis marié, je suis pas marié, je gagne pas d'argent, je suis au chômage, je suis étudiant, enfin voilà. On ne sait pas trop combien est donné, etc. Ce serait intéressant, d'ailleurs, peut-être que vous pouvez répondre à cette question. Si on faisait la somme de toutes les aides sociales qui sont apportées ou redistribuées aux Français, est-ce qu'on serait, enfin, je pense que vous le savez, mais est-ce que vous connaissez l'assiette? Ah oui. À peu près 500 €. C'est à peu près le montant du RSA. Non, donc le 500 € vient de là, quoi. Le 500 € vient de là, mais c'est pour ça que moi personnellement je suis en désaccord avec ce nombre. C'est-à-dire que 500 €, c'est déjà le montant. À partir du moment où vous ne proposez que le montant du RSA appliqué universellement à tous, quelque part vous n'avez pas fait le boulot. Vous n'avez pas fait un boulot de redistribution. Vous distribuez mieux autrement, de manière plus juste, mais vous n'avez pas changé en fait la distribution globale. Exactement. Mais j'aimerais compléter. Oui, pardon. Ouais. Juste, le 500 €, c'est l'ensemble des ressources qu'on redistribue donc à l'ensemble des Français rapporté à l'ensemble de la population. C'est ça, le 500 €? Ah, ok. Oui. Ok. Et après, il y a aussi. Ouais, vas-y. Non, je voulais juste compléter sur la remarque d'Alix. Après, vos amis dans la classe moyenne ont raison quelque part, dans le sens où, oui, effectivement, il y a des gens qui vont moins travailler ou qui vont arrêter de travailler un temps. Ça, c'est vrai. C'est probablement ce qui va se produire. Le travail qui est dessus, c'est pas forcément un travail d'idée reçue, c'est le travail qu'avait fait l'anthropologue David Graeber sur la question des bullshit jobs. Un bullshit job, c'est un travail que même la personne qui fait ce travail estime qu'il est inutile à la société. Graeber a fait les analyses sur la Grande-Bretagne et les Pays-Bas et en faisant ses calculs, il s'est rendu compte qu'entre 20 et 30% des gens sont dans cette situation. Et il disait, mais avec un revenu de base suffisamment élevé, en fait, vous allez liquider ces bullshit jobs.
C'est-à-dire que peut-être vous trouverez des gens qui seront intéressés à les faire, ou peut-être que ces trucs n'ont vraiment aucun intérêt, et on peut les abandonner. Et en fait, la perte de ces emplois-là n'est pas dramatique pour l'économie, puisque même ceux qui l'exercent estiment que c'est inutile. Quand ils n'estiment pas que c'est nuisible. Quand ils n'estiment pas que c'est nuisible, bien évidemment. Mais on est dans le simple, ils estiment déjà que c'est inutile. Ça, c'est un effet considérable, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont, tout comme vous, abandonner une activité, alors je ne dis pas que c'est votre cas, mais qu'ils estimaient inutile ou nuisible, pour faire autre chose. Il me semble que ça, c'est un point extrêmement positif. Et surtout que David Graeber prolonge son analyse en disant qu'une grande partie de ces boulots sont soit des boulots de larbin, soit des boulots extrêmement liés à la bureaucratie. Le revenu de base aurait comme effet, d'après David Graeber, indirect, en fait, de réduire notre rapport à la bureaucratie du fait que ça ferait sauter les postes qui ne sont liés qu'à vérifier ou à cocher des cases. Et ce n'est pas plus mal parce qu'une large partie de ces postes sont liés justement aux administrations qui ont pour fonction de contrôler que les pauvres sont bien pauvres. Ils pourraient faire autre chose. Et Alice? Alors, par contre, je voulais préciser effectivement que je connaissais l'histoire des bullshit jobs, parce qu'au moment où j'ai commencé à me poser des questions, il y a un ami qui me parlait de ça. Et je dis, bah oui, mais je pense que 80% de mon travail pourrait être automatisé, parce que vous parlez du travail des bureaux, etc. Il y a aussi le travail d'informaticien qui pourrait très facilement être automatisé, en fait. Et enfin, voilà, remplir des formulaires ou des trucs comme ça, voilà, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et pire, il y a harceler les gens au téléphone pour leur vendre des assurances ou des conneries. Ah, oui, on est d'accord. Voilà. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport au fait que les gens qui n'aiment pas leur métier, voilà, ou qui ont un métier, un bullshit job, laisseraient la place à d'autres qui, eux, effectivement, ont besoin d'un métier ou ont envie de travailler. Et l'autre point, l'autre argument que j'avais sorti, c'est ok, ils vont peut-être s'arrêter de travailler, les gens qui vont quitter leur travail vont peut-être s'arrêter de travailler pendant un certain temps, comme vous dites, mais pour moi, et j'en suis profondément convaincue, l'être humain n'est pas fait pour rester à rien faire. Ça c'est une idée préconçue, c'est pas vrai. Et David Graeber, on ne reste pas dans un coin à rien faire. David Graeber donne un joli exemple de ça. Il dit dans une prison américaine, si vous voulez punir des détenus, vous leur interdisez de travailler. En sachant qu'ils ne sont pas payés des masses, ils sont payés au tarif esclave, puisque l'abolition de l'esclavage n'a pas touché les prisonniers aux États-Unis. Et David Graeber disait que la pire des punitions était de les empêcher de travailler, de vivre, d'être nourris, logés, certes pas très bien, mais de ne rien faire. Je trouve que moi j'ai un exemple personnel. Dans une entreprise où j'ai été, qui a un jour mis la clé sous la porte et on s'est retrouvé en licenciement économique dans des conditions intéressantes en termes de durée de chômage et en pension de chômage par rapport à ce qu'on gagnait. J'avais un de mes ex-collègues qui s'est dit super, je vais pouvoir me mettre à faire du parapente tous les jours et je vais en profiter pour faire des vacances avant de retrouver un job. Il en avait pour 2 ans devant lui. Et au bout de 3 mois, il en a eu marre, il a recherché un boulot. Ah, c'est bon ça. On vous a mis dans le chat 2 liens, donc le lien du site internet d'Humanity France, et on vous a mis le lien sur l'article de ce mois-ci, donc il est très court à lire, et en fait, il vous montre qu'on s'intéresse aussi à ceux qui ne sont pas encore dans la rue. Et moi, je rappelle le fait que le 26 août, nous avons justement l'intervention à l'Université des mouvements sociaux, sur laquelle nous allons parler de la question du revenu de base et de la sécurité sociale, et de la revenu de base, et du revenu de base et de la transition écologique. Et je vous invite également à venir le 22 septembre prochain, afin que nous ayons un autre débat de cette nature, plutôt en table ronde, sur la précarité. Il est 20h35, donc nous allons bientôt terminer. Je propose de faire un tour de clôture et ensuite on coupera la caméra. Et si vous avez d'autres trucs où vous voulez discuter autour, eh ben, n'hésitez pas à le faire, mais ce sera en dehors de la caméra. Je commence. J'ai été très content de ce moment. J'ai l'impression que c'est quand même trop court, malgré le fait que j'avais l'impression que c'était parti trop lentement. En fait, c'est vraiment vaste comme sujet et on n'a pas épuisé tout ça. Donc, je suis très content d'avoir eu ce premier débat, entretien avec vous. Prochaine fois, on essaiera d'avoir plus de monde et puis d'essayer, quoique c'est pas plus mal d'en avoir moins puisqu'on peut plus parler, et essayer les grands tunnels comme celui que je suis en train de faire. Essayer d'éviter.
j'ai dit. Cathy. Moi, j'ai été très, très contente, même si on n'était pas nombreux. Je trouve que c'était très, très intéressant et très riche. Je suis ravie de cet assemblement des deux associations dans lesquelles je participe plus ou moins activement comme je peux à mon niveau. Et c'est vrai qu'il y a d'autres débats, le revenu de base et le chef d'entreprise, le revenu de base et le créatif et les artisans et les peintres. Enfin, il y a tout un tas de sujets qu'on pourrait éplucher. En tout cas, moi, j'ai retenu le fait qu'il faut qu'on se mette un think tank, Nour, pour travailler sur ces sujets-là et réfléchir de façon organisée sur le plaidoyer, etc. Voilà, merci beaucoup de ce temps consacré et j'espère que les gens qui vont regarder la vidéo auront autant de plaisir à nous regarder. Merci. Henri? Merci à vous. Pour moi, c'était très enrichissant. Parce que je suis toujours contente de parler avec des gens qui ont d'autres horizons, qui ont vu d'autres choses et pour compléter parce que j'ai conscience de mes lacunes. Et je me rends compte aussi, parce que Rairé a dit qu'il était 20h30 passé, qu'on est tous les deux en retard pour notre réunion suivante sur le projet Marie. Voilà, donc merci à tous. Merci. Alix? Je vous remercie également. Pour moi, c'était une grande première. Et voilà, je suis enchantée de vous avoir rencontré ce soir et j'espère vous revoir bientôt. Merci. Et enfin, Nour? Un peu dans la même lignée que Henri, moi je suis toujours content de rencontrer des personnes pour un peu titiller nos croyances, nos idées reçues et de proposer, réfléchir ou en tout cas d'essayer de proposer des solutions d'amélioration sur tel ou tel sujet, quels que soient les sujets. Là, on a parlé des SDF, mais ça peut être d'autres personnes. Voilà. Et puis, la deuxième chose, c'est de découvrir votre équipe. Là, je sens que vous devez bien vous amuser entre vous, là, vos réunions régulières. Donc voilà. Très content d'avoir participé, en tout cas, à ce débat, quoi. J'espère qu'on va se recroiser. En septembre, je crois, d'ailleurs. Le 22 septembre, non. Le 22 septembre, voilà. Bien, il est 20. Oui, pardon, Cathy. On quitte la salle, même si par exemple on voudrait échanger, parce que vous en avez besoin du lien ou pas? A priori, non. Donc, non. je peux la laisser ouverte. J'allais dire, il est 20h39, donc la conférence est terminée. Merci à tous. Vous pouvez rester si vous le souhaitez. À très bientôt. Au revoir.